Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec Le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Ce que j'adore le plus avec ce podcast, c'est de chercher de nouvelles idées et des invités inspirants, et je te remercie d'ailleurs de me permettre de le faire. Pour l'interview de cette semaine, j'ai rencontré mon invité grâce à LinkedIn. Et cette semaine, je te propose de partir en Pologne pour rencontrer Dorota Padzik. Dorota a une histoire avec la langue française que tu vas adorer. Elle a commencé à apprendre le français quand elle avait 13 ans et aujourd'hui, elle est professeure de français. Ce qui est aussi très mignon avec le parcours de Dorota, c'est qu'elle a fait un stage dans l'école où elle avait aussi appris le français. Tu vas adorer son interview car tu vas découvrir comment elle est devenue professeure alors que ce n'est pas du tout ce qu'elle avait prévu. Elle nous parle aussi d'une pause qui va lui faire le plus grand bien. Et si toi aussi tu as fait une pause avec ton français, cette partie va vraiment t'intéresser. Je t'en dis pas plus. Cette interview va t'inspirer car même en étant non native, elle est devenue professeure. Et aujourd'hui, elle travaille pour l'une des meilleures plateformes de ressources pour professeurs qui s'appelle Les Experts. On t'en parlera un peu plus dans l'interview. Dorota est la preuve qu'on peut être non native et enseigner le français. Si tu es passionné par la langue française et que tu as un niveau avancé, toi aussi tu peux enseigner le français. Dorota déconstruit 2 mythes à la perfection dans cette interview. Le premier, c'est qu'on peut enseigner le français même si le français n'est pas notre langue maternelle. Et le deuxième mythe, c'est qu'on peut apprendre le français, avoir un très bon niveau sans habiter nécessairement en France ou dans un pays francophone. J'ai adoré la conversation avec Dorota et je suis certaine que toi aussi tu vas adorer suivre et découvrir son histoire passionnante avec la langue française. Bonne écoute! Bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le français avec Yasmine. Aujourd'hui, mon invité c'est Dorota. Bonjour Dorota. Bonjour Yasmine. Comment ça va, hein? Ça va très bien, merci beaucoup. Et toi, ça va? Très très bien. À Paris, il fait pas super beau. On est censé être au printemps, mais bon, j'ai l'impression que là, le temps est pas extraordinaire. Et toi, tu es où? Dis-nous d'où tu es. Alors, je suis à Varsovie, enfin dans un petit village à côté de Varsovie. Et effectivement, le printemps théoriquement est déjà là, mais ce matin, par exemple, il a plu, mais il a vraiment plu. Donc, on a eu une pluie assez intense, mais maintenant, il y a du soleil. Donc, j'espère que après cette pluie et ce moment de soleil, il y aura beaucoup de verdure autour de moi. Dorota, pour les personnes qui te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Dorota Padzik et je suis polonaise. Je suis enseignante. J'enseigne le français depuis à peu près 12 ans, je pense. Et je travaille aussi avec les experts FLE. Donc, c'est une entreprise, un groupe des passionnés qui créent des ressources, qui forment les profs et voilà, qui en général travaillent dans ce monde du FLE de manière très intense. Et actuellement, je travaille aussi à l'Université de Varsovie où j'enseigne aux étudiants de la romane. Donc, j'enseigne aux jeunes adultes qui veulent devenir interprète, prof de langue, de français ou qui veulent tout simplement apprendre le français de manière plus approfondie. Magnifique. Juste pour information, FLE, bon, nous on connaît évidemment, mais FLE, donc c'est français langue étrangère, donc le français deuxième langue ou troisième langue ou Oui, quatrième langue exactement, pour les exactement. polyglottes. Moi, j'ai une passion,
c'est de recevoir dans mon podcast des personnes qui parlent français et qui sont non natives. Et donc, quand on s'est rencontrés en ligne, ton profil, je me suis dit, ouh, il y avait tous les petits green flags sur lui. Je me suis dit, oh mon Dieu, je veux absolument connaître ton histoire, ton parcours avec la langue française. Et donc, j'aimerais que tu nous racontes quand et comment ton histoire avec la langue française a commencé. Alors, je pense que c'était assez intéressant le début parce que je me rappelle que voilà, j'avais 12 ans à peu près et un jour, j'ai dit à ma maman, Maman, je vais apprendre le français. Mais c'était juste une phrase, tu sais, comme les enfants disent à leurs parents, Maman, je veux faire du football, maman, je veux faire de l'équitation, maman, je veux commencer à peindre. Donc, moi, je dis, Maman, je veux apprendre le français. Et en fait, maintenant, quand je pense à ce moment, je me rends compte que c'était une décision vraiment irrationnelle un tout petit peu parce que je savais, à cette époque-là, je savais absolument rien sur la France, sur cette langue. J'apprenais l'anglais et l'allemand à l'école. Et si je devais dire pourquoi je dis à ma maman que je voulais apprendre le français, je sais pas. Vraiment, je sais pas d'où est venue cette idée. Mais voilà, j'ai dit à ma maman que je voulais apprendre le français. Donc, ma maman qui soutenait toutes mes idées, même les plus folles, je pense, elle m'a dit, OK, donc on va essayer de l'organiser. Alors, au début, elle a commencé à m'acheter différents livres, différents supports pour que j'apprenne moi-même à la maison. Et je me rappelle, voilà, que j'avais des CD-ROM avec des logiciels, des applications où il y avait, je sais pas, des exercices type associer une image à un mot. Et je me rappelle, par exemple, un des premiers mots que j'ai appris, c'était une tasse et une soucoupe. Donc voilà, enfin, les mots qui vraiment n'étaient pas trop importants après dans ma vie. Mais bon, c'était des premiers mots que j'ai appris. Et après, on a cherché l'école parce que c'était aussi le moment où j'ai changé d'école. Donc, j'ai terminé l'école primaire pour aller au collège. Et on a cherché un collège où je pouvais apprendre le français. Effectivement, on a trouvé cette école. Là-bas, enfin, je suis tombée sur une très bonne prof, une prof qui était aussi passionnée dans le sens que elle donnait beaucoup à ses apprenants et elle a vu que moi et encore deux personnes étaient vraiment intéressées par la langue et elle organisait pour nous des cours informels avant les leçons. Donc, on se rencontrait vers 7h30, quelque chose comme ça, pour avoir 30 minutes, par exemple, de cours de français, juste pour faire quelque chose de plus que pendant des leçons classiques. Ensuite, pendant les vacances, j'ai eu une nouvelle idée. Alors, j'ai dit à ma maman, Maman, je veux avoir un cours pendant les vacances. Je veux suivre un cours pendant les vacances pour progresser plus vite. Et encore une fois, on a essayé de trouver un cours de chaque jour et on en a trouvé un. Mais j'étais tellement motivée que manque de cours pour les adolescents, j'ai rejoint le groupe adulte. Donc, c'est un groupe pour des adultes et le cours était animé par une Belge. Donc, c'était aussi le premier contact pour moi avec une personne native qui ne parlait pas du tout polonais. Donc, c'était encore plus difficile pour moi. Et voilà, donc j'ai continué, j'ai appris à l'école pendant ce cours. Ensuite, quand encore une fois, il est venu le moment pour changer l'école, donc j'étais en train de choisir mon lycée. J'ai choisi un lycée avec beaucoup d'heures de français. Donc, il y avait 6 heures de français par semaine, donc c'était vraiment beaucoup. Et quand le moment du bac était arrivé, j'ai dit stop, je ne veux plus apprendre cette langue. Donc, quand il y avait ce moment pour choisir quelles sont les matières, quelles disciplines on fait pendant le bac, donc quel examen on veut faire, je n'ai pas choisi le français parce que je voulais pas
apprendre de manière encore plus intense. J'étais très fatiguée et pensais pas en fait à cette langue en réfléchissant à mon avenir. Donc, c'était vraiment un moment où j'en avais marre tout simplement de cette langue, je pense. Au moment où tu en as marre, est-ce que tu te souviens du niveau? Parce que là, ça faisait quand même peut-être 6 ans, 4 ans que tu étudiais Oui, oui, régulièrement, oui. donc ça fait déjà un bon C'est- niveau en français. Oui, c'était un bon bain en plus, je dirais. Donc, Ok. c'était entre B1 B2. Surtout qu'au lycée, vraiment pendant 3 ans, on a travaillé 6 heures par semaine, donc c'était beaucoup. Alors, en choisissant mes études, j'ai choisi quelque chose de complètement différent, donc les études européennes, parce que je pensais que la politique, ce monde européen, c'était quelque chose qui pourrait me fasciner. Mais apparemment, c'était pas exactement ce que je cherchais. Il s'est avéré que ce n'était pas mon domaine, en fait. OK, j'ai étudié, mais il me manquait quelque chose. Qu'est-ce que tu n'aimais pas C'était pendant les études que tu as réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'était pas pour toi Oui, ou c'est après je... les études? non, c'était pendant. J'ai terminé ces études, mais je savais que ce n'était pas pour moi. C'était juste, j'étais pas fascinée par cette thématique et j'aime faire des choses qui me fascinent. Donc c'est ça. Alors, un jour, dans la rue, je suis tombée sur mon ami du lycée qui étudiait à la Romane à Varsovie. Et il m'a invité à un cours magistral. C'était un cours magistral organisé par l'Institut voilà, de la Romane à Varsovie. Il y avait un auteur invité, donc il parlait de sa littérature, de ses livres, etc. Et mon ami m'a dit, ah, viens, regarde, tu vas écouter, tu vas voir si tu n'as pas oublié ton français. Donc, voilà, c'est juste pour t'amuser un tout petit peu. Et en fait, pendant ce cours magistral, et après, pendant quelques conversations avec mon ami, il m'a convaincu de faire encore une fois mon bac, mais cette fois-ci en français, donc de passer le bac en français. C'est possible en Pologne de reprendre le bac. Donc, si par exemple, voilà, quelqu'un change d'avis, il est possible de se réorienter d'une certaine manière et de passer l'examen encore une fois pour, par exemple, améliorer ses résultats. Donc, mon ami, il m'a convaincu de reprendre le bac et de déposer mon dossier, d'essayer de commencer à étudier à la romane. Et c'était avec du succès parce que j'ai été acceptée, j'ai été admise et j'ai commencé à étudier. Et c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. C'était très sympa de travailler encore une fois sur la langue, en général sur le français. Et je me suis rendu compte que c'était effectivement ça qui me manquait, donc la langue française. Même si je ne m'en rendais pas compte avant. Et au début, encore une fois, j'avais cette idée que, OK, pour ne pas perdre ce temps que j'ai consacré à étudier les études européennes, je pensais à combiner la politique avec le français, donc peut-être la traduction pour l'Union européenne, donc des idées vraiment très variées. Mais après, en troisième année, j'ai été obligée de faire un stage didactique. Donc, j'ai dû aller à l'école pour faire un stage où, au début, j'ai observé les profs qui enseignaient le français au lycée. J'ai choisi mon lycée. Et après, c'était à moi de donner quelques cours. Et j'ai donné mon premier cours et je suis sortie de l'école et j'ai appelé mon fiancé qui est actuellement mon mari et je lui ai dit, tu sais, je sais ce que je veux faire dans ma vie. Je veux enseigner. Et ça, c'était le moment où je me suis rendu compte que ça, c'est vraiment ma vocation et ma passion parce que c'était super. J'étais très heureuse en enseignant pendant ces premiers cours, pendant le stage. Et ça dure 12 ans. Donc, je suis toujours heureuse quand j'enseigne. Et je pense que ça, c'est la meilleure façon de savoir que je fais ce que je dois faire dans ma vie. C'est magnifique. Et en plus, donc non native, et je le dis toujours, on n'a pas besoin d'être natif pour pouvoir enseigner le Ouais. français. Voilà, tu es vraiment un bel exemple.
Très souvent, il y a aussi, par exemple, des professeurs qui sont natifs et qui sont médiocres. Donc, attention, le francophone natif, c'est vraiment pas un gage de garantie, parfois même pas du tout. Les personnes qui ont appris le français et qui ont décidé aussi de l'enseigner à d'autres personnes sont parfois bien plus motivées que les C'est natifs. vrai, Parce... c'est vrai. Oui, oui. Et aussi parce que ils sont passés par le même chemin, ils connaissent les difficultés de l'apprentissage du français. Donc, il ne faut pas avoir peur du non natif. Justement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'admiration pour ces personnes-là. J'ai plein de questions pour toi, Dorota. Vas-y. Donc, en fait, vous ne voyez pas, mais je prends toujours des notes pendant que les personnes parlent. Je ne veux pas les interrompre. Ce qui est hyper intéressant en Pologne, donc si j'ai bien compris, donc tu as fait tes études universitaires pour des études européennes, quelques années. Mhm, Tu as fait quoi? mhm. Master. Et Oui. tu peux refaire le bac après. Alors, tu peux refaire le bac quand tu veux, en fait, à chaque Ah, ok. moment. Donc, le bac, c'est chaque année, il y a une session. Et si tu veux, tu dois tout simplement, je me rappelle plus comment on le fait, mais en général, on peut aller à l'école, on peut déposer une sorte de déclaration ou, je sais pas, un document. Et après, tu peux refaire ton bac. Donc, c'est possible. Est-ce que en Pologne, là c'est plutôt une question d'éducation, mais est-ce que le bac est aussi important qu'en France? Parce que par exemple en France, il y a des personnes qui n'ont pas donc terminé, qui n'ont pas passé le bac et qui ne l'ont pas eu. Et donc c'est pour certains métiers indispensable de l'avoir. Et il y a certaines entreprises, par exemple, qui discriminent aussi les personnes si tant que tu n'as pas eu le bac. Donc on passe le bac en général en Europe, j'ai envie de dire, Mhm. vers 17 ans, 16 maximum Oui. 18 ans. Et c'est un diplôme qui nous aide à passer aux études supérieures, donc à l'université, des grandes écoles et tout ça. Et les personnes qui n'ont pas ce diplôme sont, en tout cas en France, vraiment discriminées. Est-ce que c'est le même cas en Pologne? Je ne sais pas si ces personnes sont discriminées, mais bien sûr, certaines portes sont fermées pour ces Ah personnes. oui. Mhm. Parce que le bac, c'est aussi un examen qui te permet d'entrer à l'université. Donc, en fait, si tu n'as pas ton bac, automatiquement, tu ne peux pas aller à l'université. Donc, tu ne peux pas étudier. Alors, manque d'études supérieures. Tu ne peux pas exercer certaines professions, donc ce n'est pas possible. Par contre, je ne sais pas si par exemple, si quelqu'un veut travailler avoir une profession, je sais pas, créative ou physique ou je sais pas quoi, mais une profession qui en fait n'exige pas des études supérieures, je pense que on n'y fait pas trop attention, mais il est difficile pour moi de savoir parce que je pense que beaucoup de personnes ont le bac en Pologne. C'est assez automatique, je pense, mais peut-être je vis aussi dans une sorte de bulle. Surtout que j'enseigne à l'université. Mais c'est vrai que ça, c'est un passeport pour aller plus loin, n'est-ce pas? Pour choisir les professions qui exigent quand même certaines compétences cognitives. Absolument. Pour revenir sur ta pause du français, donc ta pause, elle a duré combien de temps environ? 2 ans. 2 ans. Bon, c'est une toute petite pause. Oui, c'est vrai. T'avais- C'est vraiment... Mais tu as passé plus de temps à parler français qu'à ne pas parler français dans ta vie, en Oui, fait, si on fait le oui, calcul. oui, c'est vrai. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression, quand tu décris ton histoire, notamment la pause et tout ça, c'est que le français fait partie de ton identité. Ah, Et 100%. même quand tu... Voilà, et que même quand tu as essayé de dire non, ça suffit, en fait, ton identité est revenue et elle dit non, toi, tu es francophone et tu vas revenir. Donc, tu peux faire une C'est petite ça. pause si tu veux, mais on va se retrouver, toi et moi. On a des choses à faire ensemble. Pour les personnes qui connaissent pas l'art romane, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est? Alors, c'est comme par exemple en France, on peut étudier les lettres, donc la littérature, l'analyse de la langue française. La romane, c'est la même chose, mais en Pologne. Cela veut dire que on apprend bien sûr la langue de manière très intense, mais aussi on analyse la littérature francophone, on analyse, enfin, il y a des cours de linguistique, linguistique appliquée, linguistique théorique. On analyse la langue et la culture. Pour continuer sur ton parcours, donc tu es retourné dans le lycée où tu as appris le français pour Oui, l'enseigner, c'est ça? Ça, c'est oui, c'est trop ça. mignon. Est-ce qu'il y avait encore des professeurs que tu avais eu à l'époque qui étaient encore là quand tu as enseigné?
Oui, 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 c'était, j'ai fait ce stage avec ma professeure du lycée, donc c'était aussi très sympa, surtout que j'avais très peur quand j'étais au lycée. J'avais très peur de cette prof et après, pendant ce stage, il s'avérait qu'elle est vraiment très mignonne et que, oui, elle était vraiment très sympa et elle m'a beaucoup aidée. Est-ce que c'est la même prof qui faisait 30 minutes avec vous avant le cours? Non, c'était Ah, c'est différent. une autre. Ok, ok. Ensuite, comment ça se passe? Comment ça se fait? Comment tu as réussi à passer donc d'enseigner le français à te retrouver à travailler avec ou pour les experts? Donc, les experts, rapidement, c'est une plateforme avec toutes les ressources pour pouvoir enseigner le français. Il faut savoir que avant l'existence des experts, je me base sur mon expérience personnelle, mais ça fait quand même 20 ans que je suis dans le FLE. Donc, des ressources pour enseigner le français, j'en ai vu passer. J'en ai vu des excellentes et j'en ai vu beaucoup de très mauvaises, complètement démodées. Et donc, les experts, ils font aussi un travail de dépoussiérer un petit peu tous les contenus pour enseigner le français avec des ressources qui sont justement modernes, actualisées, qui sont pas ennuyeuses et qui rendent justement les cours beaucoup plus interactifs, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus drôles. Et donc, comment tu as fait pour te retrouver là? Alors, en fait, on enseignait dans la même école de langue. Donc, à l'époque, quand j'ai commencé à enseigner, j'enseignais dans une école de langue à Varsovie. C'était une école privée, c'est juste des cours de soir, de week-end. Donc voilà, c'était juste des cours de français. Et on travaillait ensemble avec Maxime, on était, voilà, en même moment, on enseignait. Avec Eva, en fait, on s'est croisés un tout petit peu, mais on n'était pas en même moment parce qu'elle avait commencé à travailler dans cette école beaucoup plus tôt. Et quand moi, je rejoins l'équipe de cette école, elle n'était pas sur place, mais elle enseignait dans des entreprises, par exemple. Et Benoît, pareil, il avait travaillé dans cette école avant mon arrivée. Donc Eva et Benoît, je les ai connus en fait via Maxime, parce que c'était avec Maxime que je travaillais au même moment. Et voilà, donc il m'a proposé tout simplement d'essayer de faire un exemple de ressource. Je me rappelle que c'était sur les articles partitifs. Donc j'ai préparé ma première ressource sur les articles partitifs. Ils ont regardé ce que j'ai fait. Et voilà, je travaille avec eux depuis 9 ans. Nous faisons vraiment beaucoup de projets très variés et ça se développe assez vite, je pense. Donc c'est aussi une très belle expérience. Et aussi, ce qui est très important pour moi, en fait, c'est que en travaillant avec eux, je parle français. Donc, c'est pas uniquement pour enseigner le français, mais je peux aussi parler et travailler en français. Ce qui pour moi est vraiment génial parce que en enseignant, il y a ce moment où on a l'impression de ne plus progresser. Parce que on enseigne la même structure, le même vocabulaire, on est d'une certaine manière, on s'enferme dans ce qu'on enseigne et très souvent, ce sont des petits niveaux. Donc, on oublie d'une certaine manière la langue plus approfondie, voilà, à un niveau plus élevé. Et grâce à ce travail, quand je dois écrire des messages, parler, voilà, communiquer en français, ça c'est aussi quelque chose qui me motive énormément et qui me donne un grand plaisir. Parce que voilà, quand j'ai déjà dit, toi tu as dit que la langue française fait partie de mon identité, mais parler en français, ça me fait tout simplement un grand plaisir. J'aime parler en français. Je ne sais pas pourquoi, parce que je parle aussi anglais, espagnol, mais ce n'est pas si agréable pour moi que parler en français. C'est beau, c'est magnifique de dire, voilà, j'aime parler français. Il y a beaucoup de personnes qui aiment parler français et qui, comme toi, ne peuvent pas l'expliquer. Voilà, c'est quelque chose qu'ils aiment faire. Il y a des personnes qui aiment cuisiner, des personnes qui aiment courir et il y en a d'autres qui aiment parler français et parler des langues étrangères. Toi, tu as eu la chance d'avoir un parcours qui te permet de continuer
à travailler, à pratiquer ton français, mais en plus à créer des ressources pour le français. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à le fait qu'on s'enferme quand on enseigne le français, notamment pour le niveau débutant. Et c'est pour cette raison que j'ai arrêté Mm. d'enseigner au niveau débutant parce que c'était trop la même chose. Et même si j'essayais de trouver d'autres manières inventives, créatives, innovantes pour enseigner le niveau débutant, ça reste quand même toujours la même chose. Donc maintenant, je me concentre uniquement sur les niveaux intermédiaires et avancés et c'est fascinant. C'est passionnant, c'est Oui. hyper intéressant et tu peux vraiment aller très très loin dans la langue et aussi dans les expressions, les aider à développer leur discours aussi en français. Je trouve que c'est beaucoup plus passionnant. Mais je sais qu'il y a des personnes qui adorent enseigner aux débutants et qui le font très Oui, très bien, mais beaucoup mieux que moi. ici, je dois encore ajouter une chose que, en fait, parce que j'enseigne toujours, j'ai des groupes débutants, il y a toujours ces moments où je commence à travailler sur la langue avec mes étudiants. Et je pense que c'est aussi très beau d'accompagner les gens dans le début de leur histoire. Parce que, en fait, quand j'observe mes étudiants, il y en a beaucoup qui abandonnent. Enfin, il y a des personnes qui abandonnent toujours. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent avec ces clichés que la langue française, c'est une langue très difficile, qu'il n'y a aucune règle de prononciation, que l'orthographe et la prononciation, ce sont deux mondes complètement différents. Alors, il y a toujours ces stéréotypes qui circulent partout. Et c'est très satisfaisant de montrer aux gens que c'est pas exactement ça, que la langue française, c'est quelque chose de beaucoup plus et que si on veut, on peut vraiment, voilà, trouver tout simplement la beauté de cette langue et on peut leur montrer que c'est magnifique, hein, que cette langue est formidable, magnifique, que oui, j'avoue que ça me motive aussi dans mon travail quand je vois que j'arrive à convaincre quelqu'un que la langue française, ce n'est pas que une règle de prononciation très, très, très bizarre et difficile. Oui, et avec des listes d'exceptions et Oui, d'irréguliers. oui, oui, exactement, exactement. Dorota, est-ce que tu as déjà eu des expériences ou des anecdotes un peu négatives? Par exemple, est-ce que tu as déjà eu des remarques sur le fait que tu n'étais pas native ou des choses comme ça? Je ne sais pas si c'était très négatif, mais par exemple, je me rappelle quand j'enseignais dans cette école de langue, je me rappelle que parfois, même avant de commencer les cours, les gens disaient non, je ne veux pas avoir un cours avec une prof non natif. Donc, tu sais, cette personne ne connaissait pas, c'était pas uniquement mon cas exceptionnel, enfin, ça concernait tous les profs polonais, qu'il y avait des personnes qui venaient avec un certain a priori que, voilà, le cours doit être donné par un prof natif. Je pense Mm. qu'en Pologne, c'est assez fréquent, cette attitude, enfin, beaucoup de personnes pensent que uniquement un prof natif peut enseigner, peut bien enseigner la langue, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, c'était ça. Et s'il y avait des remarques, bon, j'avoue aussi que quand j'étudiais à l'université, tous les enseignants, vraiment tous les enseignants étaient très concentrés sur les erreurs. Donc, on était vraiment très, comment dire, l'objectif en fait de l'enseignement à la romane, donc à l'université, c'était de parler sans erreur, de manière extrêmement recherchée, sans accent, dans le sens sans accent qui prouverait que les étudiants ne sont pas français et français de Paris, bien sûr. Et je pense que, en fait, pendant les études, les enseignants et automatiquement les étudiants, on était obsédés par les erreurs. Donc, on avait peur de dire quelque chose pour ne pas commettre une erreur. Et c'est vrai que c'était stressant. C'était stressant et c'était difficile parfois de se débloquer. Et je pense que je me suis débloquée et j'ai compris que de toute façon, je ferai des erreurs et c'est normal. Et c'est normal que
je prononce certains sons de manière différente de la façon, disons, française, mais encore une fois, on peut se poser la question, c'est quoi la prononciation correcte? Euh, mais je me suis débloquée pendant différents séjours en France et en Belgique, pendant des stages pour les enseignants. J'en ai fait 4. Et pendant ces séjours où il y avait des profs du monde entier, où on apprenait à enseigner, ça, c'était le moment où je me suis rendu compte, bon, je fais mon mieux et je parle, je serai jamais française, donc je ferai des erreurs, je prononcerai parfois différemment certains mots, je connaîtrai pas peut-être des expressions, toutes les expressions idiomatiques ou des références culturelles et il faut l'assumer tout simplement. Et c'est très bien. Alors, moi, je le dis souvent à mes élèves, j'ai un niveau, je pense, que je dois avoir un niveau C1, C2 en anglais. Je ne connais pas le slang en anglais. Donc, j'ai un anglais de marketing, de création de contenu extraordinaire. Tu me mets dans une salle avec des sketchs en anglais, je suis perdue. Voilà, ça fait Voilà. pas partie, j'ai pas grandi avec. Ça fait une vingtaine d'années que je parle anglais, mais ça, c'est un aspect pour moi qui est complètement obscur et c'est pas grave, je culpabilise pas du tout. L'anglais fait aussi partie de mon identité, comme toi avec le français. Et aussi, il faut noter que les francophones natifs font des fautes. Faut pas Bien croire sûr, hein. que les francophones natifs parlent parfaitement ou écrivent parfaitement. Les plus grosses fautes d'orthographe que j'ai jamais vues de ma vie ont toujours été écrites par des francophones natifs. Je trouve que les personnes Ici, qui j'ai une apprennent très le bonne français. anecdote. J'ai une très bonne Ah, anecdote. vas-y, raconte-nous. Alors, c'était l'époque où j'enseignais dans cette école de langue. Et dans cette école, il y avait aussi des profs natifs qui venaient à Varsovie pour enseigner. Et il y avait une prof, bon, je ne vais pas dire son prénom. Donc, il y avait une prof qui, un jour, elle est entrée après son cours dans la salle de prof. Elle était belge. Je vais juste dire qu'elle était belge. Elle est entrée dans la salle de prof et elle était, c'était vu qu'elle était vraiment stupéfaite, hein. Donc, elle était sous un choc total. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, tu savais que après, j'espère qu'il n'y a pas de subjonctif? Et voilà, elle a même commencé à feuilleter quelques livres de référence pour être sûre. Elle a dit que c'était les apprenants qui lui ont dit que après, j'espère qu'il y a un indicatif et non un subjonctif. Mais elle était choquée parce que toute sa vie, elle a parlé, elle a utilisé le subjonctif après, j'espère que. Ça, c'est une grande faute commise par les francophones natifs et c'est bon, aussi une règle un peu bizarre, un peu irrégulière parce qu'en général, le que engendre provoque très souvent un subjonctif, sauf pour celui-là. Et ça, ouais, tu sais que moi, je connais beaucoup de professeurs, même natifs, hein, et des amis francophones qui évitent ce après que parce qu'ils ont des doutes à chaque fois. Donc, il y a Voilà. aussi cette stratégie d'évitement pour ne pas faire de faute, pour éviter justement de se tromper ou de faire une faute à l'oral. Parce que le subjonctif, à part pour les verbes en ER, on l'entend. Si c'est Oui, c'est pas vrai. correct ou pas. Mm, exactement. Donc après que je suis ou après que je sois, là on va pouvoir le crier. Donc oui, vous voyez, même les francophones natifs font des fautes et c'est pas grave du tout. Il faut de toute façon faire des fautes pour progresser. Là, par exemple, cet exemple avec cette professeure belge, les professeurs continuent à apprendre sur leur propre langue aussi. Donc moi, j'apprends encore Bien plein de sûr. choses sur le français. C'est infini. Il y a des personnes qui veulent absolument parler français couramment après un an. On se dit, mais après un an, tu fais quoi? Il faut que tu continues à découvrir la langue, il faut que tu continues à voyager dans la langue et ça fait partie de l'identité. Et comme ça fait partie de l'identité, ben, on le fait, mais d'une manière différente et qui reste toujours hyper intéressante et fascinante. Dorota, je pense que tu m'as dit que tu avais des enfants et que tu étais mariée. Oui, c'est vrai. J'ai 2 enfants et un mari. Ok, est-ce que tu as réussi à transmettre ta passion pour la langue française à la maison ou c'est dans ta petite bulle à toi?
Alors, mon mari, effectivement, il a été forcé à apprendre le français parce que au début de notre relation, on partait toujours en France. Donc, c'était assez automatique pour lui, voilà, parce qu'il voulait pas que j'organise toutes les choses pendant le séjour. Il voulait être autonome aussi pour, je sais pas, commander quelque chose dans un restaurant ou voilà, poser une question. Donc lui, effectivement, il a appris pendant quelques années le français. Avec ma fille, qui a actuellement 4 ans, effectivement, j'ai essayé de l'enseigner le français, mais bon, c'était très dur pour elle quand elle a commencé. Enfin, peut-être j'étais pas assez déterminée. On a bien sûr travaillé sur les couleurs, sur les animaux, mais j'avais toujours en tête quelques recherches selon lesquelles si la mère parle à son enfant dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, les émotions ne passent pas. Donc, il y a certaines émotions qui ne peuvent pas être transmises. Et je pense que j'avais toujours ça en tête. Donc, c'est pourquoi j'ai dit tout de suite que je ne voulais pas parler à ma fille en français. Je voulais parler à elle en polonais. Et au début, quand on a joué, et en jouant, on a utilisé certains mots français comme voilà des couleurs ou des animaux. Elle était effectivement intéressée, mais après, elle a dit non, parle-moi en polonais. Donc, c'était elle qui a dit stop. Et pour mon fils, il est encore trop petit parce qu'il n'a que 9 mois. Donc, on n'a pas encore essayé, mais je pense que, voilà, on va. Je sais pas, je pense que ce n'est pas. C'est assez artificiel pour moi de leur parler en français. Je leur parle en polonais et après, je vais peut-être vouloir qu'ils parlent français, mais c'est aussi leur décision à eux. Oui, bien sûr. De toute façon, il y a pas de règle. Moi, j'avais vu une conférence qui avait été donnée par le Conseil de l'Europe justement sur l'enseignement à des enfants au sein de la famille, parce que j'avais beaucoup de mamans dans mes clientes et qui se posaient la question, est-ce que je dois parler dans ma langue maternelle, dans la langue de mon mari avec les enfants? J'ai peur que il y avait aussi une rumeur, par exemple, que si l'enfant a trop de langues autour de lui, il met plus de temps à commencer à parler. Et donc, dans cette conférence, elle n'avait pas parlé des émotions, ça je ne savais pas du tout. Mhm, Par contre, elle avait parlé du nombre limite de langues qu'un enfant peut apprendre. Et apparemment, il n'y a pas de limite. Tant qu'il y a des locuteurs qui peuvent pratiquer avec l'enfant, le cerveau de l'enfant est assez malléable pour accepter un nombre illimité de langues. Après, est-ce qu'on a envie de parler 10 langues différentes avec un enfant? Je ne crois pas non oui, plus. voilà. Donc, Mais je pense aussi que si on parle, si par exemple il y a des couples mixtes, n'est-ce pas, où il y a deux parents et chaque parent parle sa langue maternelle, ça c'est une situation un peu différente parce que c'est naturel pour les parents de parler cette langue. Mais si je devais parler une langue étrangère, hein, voilà, pour moi, il y a ce côté artificiel que les parents sont aussi pour... ce ne sont pas des enseignants. ah oui, oui, oui. Et puis en plus, il y a tout le vocabulaire autour de la petite enfance qui est différent, qui n'est pas du tout celui que tu enseignes. Oui, Euh, exactement. et donc, oui, ça peut paraître faux tant que c'est pas naturel et que ça vient pas instinctivement. Oui. C'est vrai qu'il faut pas le faire dans tout, hein. C'est pas uniquement pour le français, ça peut être dans n'importe quel projet. Dorota, avant de te laisser partir, tu sais que j'ai une question magique, mais avant la question magique, il y a donc une membre du club qui est connectée avec nous aujourd'hui et je vais l'inviter pour qu'elle puisse te poser une question, si elle a une question, avant de te poser la question finale. Très bien. Tracy, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis ici. Ah, Dorota, j'ai vu vos yeux s'illuminer vous racontiez votre histoire de refaire votre bac et de décider de devenir prof de français. Et vous avez dit que c'était votre passion et votre vocation et c'était évident. Et vous êtes une véritable source d'inspiration pour moi. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Tracy. Et en tant que Polonaise qui enseigne le français, voire
qui vit une vie en français. Dans quelle langue, excusez-moi, dans quelle langue est-ce que vous rêvez ou réfléchissez? C'est une très belle question, merci. Alors, effectivement, je rêve et je réfléchis en polonais, mais il y a des moments où, par exemple, quand je me promène, je traduis mes pensées en français. Donc, j'essaye de faire des traductions. Donc, je commence à penser, à réfléchir en polonais et après, je me pose la question, OK, comment je le dirais en français? Donc, ça, oui. Par contre, j'ai encore une anecdote à propos des rêves. Donc, il y avait un moment où très souvent je parlais en dormant. Et un jour, mon mari, il m'a dit que, enfin, une nuit, il m'a dit que en dormant, j'ai dit, alors, n'oubliez pas qu'après, il y a un infinitif. Donc, je rêvais d'enseigner et j'expliquais la grammaire en dormant. Donc, ça montre aussi que cette profession, c'est quelque chose qui est absolument connecté à ma personnalité. Mais oui, je rêve et je pense, je réfléchis en polonais. Par contre, quand je lis, par exemple, des livres en français, je ne les traduis pas en tête en polonais. Cela veut dire que, en fait, je suis dans ce monde francophone et oui, je suis concentrée sur la langue française. Je crée en fait cette histoire que je suis en train de lire en français. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Tracy. Dorota, avant de te laisser partir, tu connais la question, mais je te la répète. Si tu devais donner un conseil à une personne qui apprend le français, quel serait-il? Je pense que ça, c'est aussi quelque chose que je dis toujours à mes étudiants. Parlez, n'ayez pas peur de faire des erreurs, juste continuez, voilà, parlez. Ça, c'est tout. Je pense que ça, c'est le plus important parce que on parlera jamais une langue sans la parler. Oui, c'est vrai. En plus, là, je suis en train de lancer le cours de conversation, le café français. Et donc, j'ai fait une masterclass avec des personnes qui apprennent le français. Et je leur ai posé la question dans la masterclass. Il y avait une trentaine de personnes. Et je leur ai posé la question, c'est quand la dernière fois que vous avez parlé français? Et la plupart d'entre eux n'avaient pas parlé français depuis des mois, voire des années. Donc, ils apprenaient le français avec des contenus gratuits ou des formations digitales, mais ils ne parlaient jamais. Non, il faut parler. Pour parler Ouais. français, il faut parler. Ça paraît évident, ça paraît vrai, mais c'est vraiment la base. Dorota, pour les personnes qui ont envie de continuer cette conversation avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, bien sûr, je suis sur LinkedIn, mais ça, c'est un réseau professionnel. J'ai pas de réseaux sociaux en tant que prof. Donc, si quelqu'un veut me contacter, c'est plutôt via LinkedIn, peut-être. Super, je mettrai le lien dans les notes de cet épisode et je mettrai aussi les liens des experts pour les personnes qui ont envie de chercher des Oui, bien ressources sûr, hein, bien sûr. pour enseigner le français. Merci beaucoup, Dorota, c'est trop cool. Merci à toi. Merci, c'était vraiment un très, très, très grand plaisir. Surtout que j'écoute ton podcast. Donc, maintenant, être interviewée, c'était vraiment très sympa. Yeah! Merci, merci, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école ilearnfrench.eu. À bientôt!